Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre point info quotidien. Commençons par l'actualité. La conférence sur l'action politique des conservateurs ou CPAC a débuté hier et c'est le plus grand rassemblement conservateur du monde. Le thème de cette année est l'Amérique non annulée. Trump doit prendre la parole lors de la dernière journée du CPAC à Orlando en Floride ce dimanche. Les réponses sont mitigées quant à la nécessité ou non d'une intervention de M. Trump. M. McCarthy et Mme Cheney sont en désaccord sur le discours de Trump à la CPAC. En effet, les choses sont devenues plutôt tendues à la fin d'une conférence de presse mercredi. C'est alors qu'un journaliste a demandé au leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy et à la représentante Liz Cheney de parler de Trump à la CPAC ce week-end. Le reporter a demandé « Pensez-vous que le président Trump ou l'ancien président Trump devrait prendre la parole à la CPAC ce week-end » Kevin McCarthy a répondu « Oui, il devrait ». Tandis que la représentante Liz Cheney a répondu, je cite, « C'est à la CPAC de décider, j'ai été clair, mon opinion sur le président Trump suite au 6 janvier, je ne crois pas qu'il devrait jouer un rôle dans l'avenir du pays ou du parti. » Fin de citation. La réponse de Cheney est conforme à son vote pour la destitution de l'ancien président. Elle était l'une des 10 républicaines sur un total de 211 qui ont voté pour la destitution. Ce qui ressort, c'est que Cheney n'a pas suivi l'exemple de McCarthy sur cette question. McCarthy qui l'avait soutenu lorsque les républicains de la Chambre ont voté pour qu'elle conserve son poste de présidente du parti alors qu'elle avait voté pour la destitution de Trump. Il y a un clivage croissant au sein du Parti républicain entre l'aile de McConnell et les élus pro-Trump. L'acquittement de la mise en accusation n'a pas comblé ce fossé et le président de la commission sénatoriale nationale républicaine, le sénateur Rick Scott, a publié un mémo le 23 février dernier exhortant les républicains à laisser tomber rapidement les querelles internes et à se concentrer sur la défaite des démocrates lors des prochaines élections. Il a écrit, je cite, « Mais ce n'est pas le moment de se diviser et voici pourquoi, pour la première fois de notre vie, le socialisme est devenu la politique du gouvernement sans complexe du Parti démocrate. » Ajoutant, « Les démocrates abandonnent rapidement toute prétention d'allégeance au premier et deuxième amendement de notre Constitution et ils abandonneront le reste en temps voulu. » Fin de citation. Et si Trump a confirmé prendre la parole à la CPAC, l'ancien vice-président ne le fera pas. Le directeur de la communication de la CPAC a confirmé que l'ancien vice-président Mike Pence a été invité, mais il a refusé de prendre la parole. Pour autant, et dans une tournure assez surprenante des événements, Pence a fait l'éloge de Trump lors d'une réunion avec les républicains du Congrès de cette semaine. C'est ce qu'a déclaré le représentant Jim Bank qui était présent. Bank a déclaré à CNN qu'il avait l'impression que Trump et Pence restaient en contact et avaient la même amitié que lorsqu'ils étaient en fonction ensemble. Un ancien collaborateur a déclaré que les deux hommes sont restés en contact et se sont parlé pas plus tard que la semaine dernière. Il y a eu des questions sur leur relation depuis les sessions conjointes du Congrès. Trump voulait en effet que Pence intervienne dans son rôle de président du Sénat, mais Pence a refusé, disant qu'il pensait que la Constitution l'empêchait d'intervenir en tant que tel. Et en parlant de Trump, il est de nouveau très occupé sur la scène politique, donnant ses premiers soutiens depuis qu'il a quitté ses fonctions. Il soutient Bob Paduchik pour la présidente du Parti républicain de l'Ohio. Trump a déclaré que Paduchik a mené avec succès sa campagne en 2016 et 2020. Il a poursuivi en disant qu'il se démarque à tout égard en lui donnant son soutien total et entier. Il a terminé en disant « Bob aime notre pays et le grand État de l'Ohio. Il sera un président exceptionnel. » Et le Parti républicain de Caroline du Sud a annoncé mardi que Trump soutient le président du Parti républicain de l'État, Drew McKissick, dans sa candidature à sa réélection. Dans une note manuscrite, le président Trump a déclaré au président McKissick qu'il avait son soutien total et entier. « Excellent travail », a-t-il dit. McKissick était un président qui est en fonction depuis 2017. M. Trump a déjà déclaré qu'il soutiendrait ceux qui adhéreraient au mouvement MAGA et à sa politique American First. Ces commentaires ont fait l'objet d'une lettre à Mitch McConnell, leader de la minorité au Sénat, dans laquelle il a déclaré
que ce dernier ne fera jamais ce qui doit être fait ou ce qui est bon pour notre pays, ajoutant que le Parti républicain ne gagnera pas si McConnell est au pouvoir. Pour rappel, sa lettre très ferme faisait suite aux commentaires de Mitch McConnell au Sénat, alors que McConnell a voté l'acquittement de Trump dans le procès de destitution. Il a déclaré « Il ne fait aucun doute que le président Trump est pratiquement et moralement responsable d'avoir provoqué les événements de la journée du 6 janvier ». Il a également suggéré que Trump pourrait être poursuivi au civil et au pénal. Et on revient à présent à l'administration actuelle. Biden a signé un autre décret. Ce décret passe en revue les chaînes d'approvisionnement afin de remédier aux lacunes et viserait à réduire la dépendance à l'égard des autres pays. Après une réunion bipartite avec les législateurs, Biden a signé un décret mercredi pour examiner les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement américaine. La vice-présidente Kamala Harris était également dans la salle. Il a mentionné les pénuries d'équipements protection pour le personnel pendant la pandémie, déclarant que cela n'aurait jamais dû se produire et ajoutant que cela ne se reproduirait plus aux États-Unis. Fin de citation. Le décret mettra en place un examen de 100 jours des chaînes d'approvisionnement dans 4 domaines de production, les puces d'ordinateur, les batteries de grande capacité, les produits pharmaceutiques et enfin les minéraux essentiels comme les terres rares. L'ordonnance publiera également un examen annuel sur 6 secteurs clés. Ces 6 secteurs sont la défense, la santé publique, la préparation biologique, les technologies de l'information et de la communication, les transports, l'énergie et la production alimentaire. Selon Peter Harrell, directeur principal de l'économie et de la compétitivité internationale, les examens s'inspireront du processus utilisé par le ministère de la Défense. Il ajoute que l'adoption d'une approche globale permettra de combler les lacunes de la chaîne d'approvisionnement. M. Harrell a assuré au public que l'administration prendra des mesures après avoir examiné les rapports. Biden, de son côté, a révoqué 7 décrets émis par Trump entre 2017 et 2021. La Maison-Blanche n'a fourni aucune explication à cette révocation. Un décret intitulé « Principes fondamentaux pour la réglementation du système financier américain » a été l'une des premières mesures exécutives signées par M. Trump lors de son entrée en fonction. Il définissait la politique de l'administration Trump en matière de réglementation financière. Un autre était un décret d'avril 2018 intitulé « Réduire la pauvreté en Amérique en promouvant les opportunités et la mobilité économique ». Le décret de Trump ordonnait au gouvernement fédéral de réformer le système de protection sociale autour d'un ensemble de principes fondamentaux, notamment l'amélioration de l'indépendance économique, le ciblage des prestations pour les personnes à faible revenu et la réduction des dépenses inutiles en consolidant ou en éliminant les programmes fédéraux qui font double emploi ou qui sont inefficaces. Un autre décret a été supprimé, un mémo présidentiel qui a libéré le ministère de la Défense des contraintes de la négociation collective afin de donner aux militaires un maximum de flexibilité pour, je cite, « cultiver une force mortelle et agile, capable de s'adapter aux nouvelles technologies et aux changements de posture ». Fin de citation. Une autre note révoquée comprend un décret Covid-19 que Trump avait publié qui ordonnait aux agences fédérales de faire face aux répercussions économiques de la pandémie en annulant, modifiant, renonçant ou prévoyant des exemptions au règlement, ce qui pourrait mettre en péril la reprise économique. Un autre mémorandum de Trump annulé qui ordonnait au gouvernement fédéral de prévoir le financement de localités comme Seattle qui avaient adopté une position laxiste face à l'anarchie et aux émeutes de l'été et de l'automne 2020. Un autre a été encore annulé, un décret intitulé « Promotion de la belle architecture civile fédérale » qui prévoyait une vaste révision stylistique de l'architecture fédérale avec un retour aux formes classiques et traditionnelles qui a été annulé. Biden est également en train d'effacer l'un des derniers décrets émis par Trump qui avait interdit aux bureaucrates non élus d'initier ou de signer des règles fédérales. Autre sujet à présent, les démocrates veulent que Biden partage sa puissance nucléaire. Aujourd'hui, il semble que l'on s'inquiète de plus en plus du pouvoir que Biden exerce. 31 démocrates demandent que Biden renonce à son seul pouvoir de lancer des armes nucléaires, un pouvoir généralement réservé au seul président. Ils demandent maintenant à M. Biden d'introduire des freins et des contrepoids.
Ils affirment que donner à une seule personne l'autorité de contrôler les forces nucléaires est un risque réel. Les démocrates affirment que cela est dû au fait que les présidents ont menacé de lancer des attaques nucléaires. Les représentants veulent que d'autres personnes, comme le vice-président ou le vice-président de l'Assemblée, soient d'accord avec la décision avant qu'une attaque nucléaire n'ait lieu. Parmi les autres suggestions, on peut citer la création d'un conseil, l'obtention d'une autorisation du Congrès ou d'un certificat du secrétaire de la Défense avant d'autoriser l'utilisation d'armes nucléaires. Et le Parlement australien a adopté jeudi une nouvelle loi visant à obliger Google et Facebook à payer les entreprises de médias pour le contenu utilisé sur leur plateforme dans le cadre de réformes qui pourraient être reproduites dans d'autres pays. Les réformes des médias australiens passent après des changements de dernière minute. La législation a été édulcorée après une impasse entre le gouvernement et Facebook au cours de la semaine dernière, y compris la décision drastique de Facebook de bloquer toutes les nouvelles pour les utilisateurs australiens. Cette décision avait déclenché une tempête de critiques. Depuis, le géant des médias sociaux a fait volte-face et a traité amicalement l'Australie mardi, après que le gouvernement ait fait des concessions de dernière minute, notamment en accordant un délai plus long aux entreprises technologiques pour conclure un accord avec les médias avant que le gouvernement n'intervienne. Le trésorier Josh Frydenberg a claironné que l'adoption de la loi était une victoire pour le soutien au journalisme indépendant, déclarant qu'elle contribuait à soutenir le journalisme d'intérêt public. Facebook a également qualifié de victoire les derniers changements apportés au code des médias, mais tout le monde n'est pas satisfait des amendements. Ces changements permettent à des entreprises comme Facebook et Google de se dégager de leurs obligations si elles apportent une contribution significative aux médias australiens. Certains législateurs et éditeurs ont mis en garde contre le fait que cela pourrait injustement laisser les petites entreprises de médias en marge. Par exemple, un paiement fixe de la part de Facebook ou de Google n'entraîne pas une augmentation des investissements des grandes entreprises de médias dans le journalisme. Lors de l'annonce de la loi, Google et Facebook s'y sont opposés farouchement. Depuis lors, Google a conclu des accords avec plusieurs entreprises dont News Corp, et cette semaine, le diffuseur national australien ABC et d'autres réseaux de télévision ont déclaré qu'ils étaient en pourparlers avec Facebook. D'autres leaders mondiaux suivent de près la saga, alors que des pays comme le Canada et la Grande-Bretagne envisagent des mesures similaires qui pourraient relâcher l'entreprise de la Big Tech sur l'information. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute et merci de votre présence. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager et à liker. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.